Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. À mon avis, vous avez deviné que ça va être une vidéo foire aux questions. Je me suis posée dans un parc derrière où les toutous sont plutôt au frais parce qu'il fait chaud. Et du coup, j'ai pris mes petites notes et je vais répondre à vos questions. Donc il va y avoir deux vidéos foire aux questions parce que j'ai eu une vingtaine de posts me posant des questions. Et donc, oui. Et donc pour que ce soit moins long que la dernière fois, donc je vais faire une dizaine de questions dans la première vidéo et une dizaine de questions dans l'autre vidéo. Je ne sais pas si je vais être beaucoup plus rapide vu que là je vais être à la merci de mes chiens. Voilà, alors les questions, j'ai pas vraiment réfléchi, j'ai coupé en deux, donc en fait ça va être un peu peut-être dans tous les sens, mais c'est pas très grave. Donc la première, reste là, voilà. Oh, j'ai plein de poils, bon c'est pas gênant. Donc la première question à laquelle je vais répondre, c'est Opti Havané Gourmand qui me l'a posée et qui demande quand est-ce qu'il y a gestation pour Tess. Eh bien, je vais commencer fort parce que j'en sais rien. En fait, la personne me dit qu'elle n'a pas eu ses chaleurs et donc elle ne devrait pas être gestante. Sauf que moi j'ai vraiment un gros doute, même après l'échographie j'ai toujours un doute, et donc j'en sais rien, j'ai pas de date. D'après l'écho que j'ai faite précédemment, si elle est gestante, je pense qu'on est à une vingtaine de jours, donc les bébés seraient prévus pour le mois de septembre, mais encore une fois je vais attendre simplement que ça pousse un petit peu pour savoir si vraiment il y a gestation ou pas. Ensuite, question, quel serait le papa? Le papa, ça ne pourrait être que Chocobon, leur mâle. Ils avaient qu'un seul mâle et c'était un chihuahua. Donc c'est déjà une bonne chose, c'est qu'on n'aura pas du multirace. L'off ou pas l'off? Évidemment pas l'off. Cette question, était posée par Kyriel31. Évidemment pas l'off, vu que j'ai confirmé Tess post-saillie et le mâle qui est là-bas est inscrit au LOF mais n'est pas confirmé. Donc pour que les chiots soient inscrits au LOF, il faut que les deux parents soient inscrits et confirmés. Donc là, ce serait des chiots pure race, mais ce ne serait pas des chiots LOF. C'est pas du tout ce que je préfère, mais comme je l'ai dit précédemment, eh bien elle est comme ça et donc je l'assume comme elle est, quoi, tout simplement. Voilà, c'est pas très sérieux, hein. J'entends que c'est pas très sérieux de ma part, mais en fait j'ai pas 50 solutions. Soit je la fais avorter, ce qui est très dangereux en fait de faire avorter, soit je laisse les petits naître et puis on verra bien ce qui se passe à la sortie, quoi. Voilà. Encore une fois, on extrapole un peu, ça se trouve, elle n'est pas gestante, ça se trouve, je me suis emballée pour rien. Sur l'échographie, il y avait... c'était pas très concluant, quoi. Oh, oui, Tasha. Tu sais que t'es lourde. Oh, oui. Oui, Ouna. Tu viens, Compo? Au lieu de rester là. Ensuite, cette question a été posée par Maëva Renard. Un seul juge peut être habilité à confirmer plusieurs races? Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas exactement comment sont habilités les juges. Il doit y avoir certainement un examen pour qu'ils connaissent le standard. Il y a des juges qui vont juger quelques races, d'autres qui vont juger toutes, qui sont vraiment multiraces. Donc, en fait, ça dépend vraiment du juge. Ou est-ce que les races confirmables sur l'événement sont annoncées à l'avance? Donc alors, quand il y a des expositions canines, il y a des juges par groupe de races. Il y a des fois plusieurs juges dans plusieurs groupes. Il y a 9 ou 10 groupes de races chez les chiens. Il y a les chiens de berger, les chiens... il y a vraiment plusieurs groupes de races.
les chiens de chasse, les chiens de meute, voilà, ça fait plusieurs groupes. Les chihuahuas ou les cavaliers sont dans le groupe 9, c'est les chiens de compagnie. Et donc quand on va à une exposition, il y a plusieurs juges qui vont juger tous les chiens du groupe 9. Mais quand on est en séance de confirmation, c'est très souvent des juges vraiment multiraces. Et donc les juges qui sont là sont habilités à juger quasiment la totalité des races. Donc là, la dernière séance de confirmation que j'ai faite, c'était une toute petite séance. Donc il n'y avait qu'un seul juge. Donc voilà, lui était habilité à les juger. Mais parfois dans les séances de confirmation, il peut y avoir 4 ou 5 juges, quoi. Ça dépend de la taille. Une question de Pascaline Mellifère 41. Vous les mettez pas en isolement lors d'arrivée de nouveaux chiens? Alors ça dépend, en fait ça dépend des chiens. Là j'avais des certificats vétérinaires, ils avaient été vus la veille par le véto. Donc c'est quand même voilà, c'est quand même un gage de santé. On avait 4 heures de route, donc elles ont été plus de 4 heures, parce qu'en vrai on a mis plus de 4 heures près de nous, isolées, donc il n'y a pas eu de tout, il n'y a pas eu tout ça. Je les ai mis dans un premier temps en arrivant avec des chiennes voilà, qui n'étaient pas sujettes à quoi que ce soit, pas de femelles gestantes, pas de femelles qui allaient être en chaleur, pas de jeunes, pas de voilà, des chiens assez traditionnels. Toute la nuit je les ai isolés, donc ils ont été séparés, et je les ai mis avec un petit groupe de chiens pendant une bonne quinzaine de jours avant de les mélanger avec absolument tout le monde. Alors l'idéal c'est pas ça, l'idéal ce serait de les mettre vraiment en quarantaine au moins pendant 3 semaines. Pour éviter les problématiques. Ce qui est dangereux, c'est surtout la toux du chenil, et la toux du chenil, c'est quand même vraiment reconnaissable. Donc à partir du moment où ça, je l'ai évité, pour le reste, il y a d'autres maladies contagieuses, hein, sans aucun doute, mais la toux du chenil, c'est vraiment celle que je veux éviter le plus possible. Donc voilà, on peut mieux faire certainement. Après, j'avoue que les enfermer dans une pièce sans qu'ils aillent dehors, coucou monsieur, pendant 3 semaines, dans un chenil en fait, hein, c'est vraiment comme dans un chenil ou une pièce vraiment enfermée, ça me plaît pas quoi. Enfin, je me dis déjà, elles ont un changement quand même radical, parce qu'elles changent de famille alors qu'elles sont adultes, c'est plus compliqué pour eux, et en plus si je vais les enfermer, alors voilà, la loi de la raison et la loi du cœur parfois. Voilà. Une autre question de Opti Avané Gourmand. Question de Opti Avané Gourmand. Comment gères-tu les chaleurs? Mes femelles se synchronisent. Est-ce que toi aussi? Donc la gestion des chaleurs, il faut vraiment faire attention, parce que on a très bien vu l'année dernière, quand il y a quelqu'un qui s'en occupe et qui fait pas attention, ça fait des bêtises. Les chaleurs, faut respecter. Faut respecter l'âge du chien, faut respecter, moi je fais pas 2 portées par an, une tous les ans, voire tous les 18 mois, ça me paraît déjà bien assez. Donc en fait, on sépare vraiment via des pièces différentes pour pas qu'il y ait de bêtises. Je préfère qu'ils soient un peu plus enfermés, enfin pas enfermés parce qu'ils sont pas enfermés, ils vont dehors, dedans, ils sont en vadrouille, mais je veux dire pas en contact les uns avec les autres. Donc dès qu'il y a le premier signe des chaleurs, je les sépare tout de suite. J'attends pas que ce soit l'heure de la saillie, je les sépare directement. Et évidemment, les femelles se synchronisent parce que c'est une meute, hein. Donc quand il y en a une qui est en chaleur, les autres sont en chaleur. Et c'est comme nous, les femmes, on a souvent nos règles en même temps quand on vit en communauté. Et quand il y a plusieurs filles, on a souvent nos règles en même temps, ou à très peu de jours d'intervalle. Chez les chiens, ça fait la même chose. Donc voilà, la gestion des chaleurs, c'est compliqué. Je calcule, je note toujours les dates à laquelle les chaleurs ont commencé, les chaleurs à quelle date ont terminé. C'est vraiment une grosse partie du travail aussi, pour pas faire de bêtises, pour vérifier que tout va bien.
chien, parce que les chaleurs, c'est pas si anodin que ça. Il peut y avoir des piomètres, il peut y avoir des infections de l'utérus liées aux chaleurs, des chaleurs trop abondantes, pas assez abondantes. Enfin bref, il faut vraiment y faire attention. Donc dès que j'ai une fifi en chaleur, je l'isole, et donc elles restent à la maison. Vraiment, elles vont plus du tout dans les pièces des chiens, elles restent dans la maison. Comme ça me permet de les surveiller vraiment comme le lait sur le feu. Et quand vraiment j'ai plus de doute, je les remets en communauté, quoi, tout simplement. Hermione, ensuite, une question de Magdeleine 2382. Que pensez-vous de l'éducation précoce? Alors, pour moi, l'éducation pour un chat... Alors, je ne vais pas vous donner mon avis sur l'éducation précoce parce que c'est pas un sujet que je connais bien. Donc, c'est pas facile de vous en donner mon avis. Mais pour moi, l'éducation précoce, déjà, quand on parle d'éducation chez un chien, ça veut tout et rien dire. J'avoue que pour moi, les chiens qui font assis couché donne la patte, tourne, fait le beau, etc., c'est très marrant. Mais parfois, à force, et j'en ai fait l'expérience, donc je le sais parfaitement parce que j'ai fait cette erreur, et bien parfois on a des chiens qui ne réfléchissent plus parce qu'ils sont tellement habitués à ce qu'on leur dise quoi faire que d'eux-mêmes, ils ne vont plus aller dans la réflexion, ils ne vont plus faire marcher leur cerveau de se dire qu'est-ce qu'on peut bien attendre de moi à ce moment-là. Donc en fait, pour moi, l'éducation que je prône, et on va dire la meilleure éducation, c'est de faire fonctionner l'intellect du chien. C'est-à-dire que si le chien est prêt à s'asseoir, eh bien il va nous le dire. Si le chien est prêt à être propre, il va nous le dire. Si le chien est prêt à marcher en laisse, il va nous le dire. Et en fait, par contre on roule pas des pelles, on roule pas des pelles. Et donc le seul moyen de savoir s'il est prêt, c'est de l'observer, tout simplement. Donc en fait, un chien qui va être prêt à être propre. Non, par contre, Husky, ça, je n'aime pas ce comportement. Vraiment, tu viens, voilà, comme ça. Un chien qui va être prêt à être propre quand il va faire ses besoins, il va nous montrer qu'il a envie de faire ses besoins. Et donc là, il est prêt à prendre la propreté. Un chien qui va être prêt à marcher en laisse, il va nous suivre vraiment au pied et on voit qu'il prend plaisir. Donc en fait, quand on va mettre la laisse, ça va être une formalité. Un chien qui va s'asseoir, c'est que quand, par exemple, un chien qui est assis à la maison, je lui dis assis. Et il va finir par assimiler le fait que assis, c'est ce geste-là. C'est lui faire comprendre. Je ne fonctionne jamais à la friandise, ou vraiment dans des cas extrêmes. Je ne fonctionne jamais à la friandise, je fonctionne toujours à la voix et à la félicitation. Bravo, c'est bien, tu te comportes bien. La plupart de nos chiens savent s'asseoir sur demande, beaucoup savent se coucher. Et tous marchent en laisse, sauf deux individus qui sont Phoenix et Pomme, où là vraiment il faudrait une rééducation. Et j'avoue qu'à chaque fois je n'ai pas pris le temps de le faire. Pomme, c'est vachement mieux. Phoenix, c'est toujours très compliqué. Il y a du trauma derrière, c'est évident. Et là, on n'est plus dans l'éducation, mais dans la rééducation. Donc pour moi, voilà, l'éducation, par exemple, Zoya, elle sait faire la morte. En fait, je lui dis, voilà, fais la morte, elle se couche sur le côté, elle fait la morte. C'est pas quelque chose que je lui ai appris. En fait, Zoya, elle se mettait très souvent sur le côté, comme ça. Et donc, je lui ai fait simplement, fais la morte. Et donc, à force de répétition, elle a compris que ça, c'était ça. Et aujourd'hui, on lui demande, elle fait la morte. Je n'ai pas fait de séance d'éducation où ça a été fait la morte une friandise, fait la morte une friandise, je vais coucher. Non, c'était pas comme ça. C'était vraiment dans la bonne intelligence du chien. Au niveau du rappel, qui est pour moi la base d'apprentissage, c'est le rappel. Un chien qui écoute au rappel, c'est juste nécessaire et obligatoire. Et donc pour le rappel, ça fonctionne déjà quand ils sont tout chiots à la maison. Vous avez vu dans les vidéos, je les rappelle sans arrêt. Ça, c'est de l'éducation. Alors elle est précoce dans le sens où elle commence du coup autour de un mois et demi. Donc on peut appeler ça du précoce. Mais en fait, je me fie à mes chiens et c'est eux qui me disent quand ils sont prêts ou pas prêts. Voilà. Alors, c'est peut-être un peu flou pour certains, mais je vous jure, observez votre chien,
prenez le temps de le regarder et il vous dira ce qu'il veut pas et ce qu'il sait faire ou ce qu'il sait pas faire. Voilà. Et après, par contre, les chiens voilà, de cirque, où il y a derrière du spectacle, etc., qui soient éduqués à faire tous ces tours-là, bah, je trouve ça formidable. Mais vraiment, je trouve ça vraiment formidable. Mais je trouve que pour un chien de compagnie, pour un chien voilà, de famille, c'est bien plus intéressant à long terme qu'il comprenne vraiment ce qu'on veut de lui. Qu'il comprenne non pas à coup de bonbons, c'est pas parce que tu fais bien un truc que tu as de la bouffe, c'est pas parce que mes enfants écoutent que je leur donne un carré de chocolat, et ben mes chiens, c'est pas parce qu'ils font quelque chose de bien qu'ils ont une friandise. Ils ont une friandise parce que ça me fait plaisir de leur donner et non pas parce qu'ils ont eu un bon comportement. Alors après, hein, je dis pas hein, si le chien me défonce un dodo ou fait une grosse bêtise, je vais pas lui donner une friandise pour autant, enfin voilà. Mais je trouve que de leur laisser leur réflexion et de les laisser réfléchir, eh bien ça vaut tout l'or du monde et on n'a pas du tout le même chien lorsqu'il est dans vraiment l'apprentissage bébête du assis friandise que du je m'assois parce que j'ai compris que je devais m'asseoir. Pour moi c'est révolutionnaire. Voilà, pour moi c'est vraiment quelque chose de différent. Alors, je continue dans les questions. Alors, une question d'Alice Richard, 3339. Alors, salut, est-ce que vous êtes déclaré en chenille? Oui, bien sûr. J'ai fait toutes les démarches auprès de la DDSPP. SCP, oh ben voilà, je sais plus. J'ai fait les démarches, je suis déclarée au niveau de l'ICPE aussi, vu que j'ai plus de 9 chiens à la maison. Donc en termes de capacité, donc je peux aller jusqu'à 50 chiens, chose que je ne ferai pas, mais je suis déclarée, voilà. Alors c'est pas vraiment le terme, c'est pas vraiment chenille, mais je suis déclarée pour accueillir tous ces chiens. Que pensez-vous des non-LOF si les éleveurs font tous les tests pour les maladies génétiques et que les reproducteurs sont quand même 100% de leur race? Je n'ai rien contre les non-LOF, je n'ai absolument rien contre les non-LOF, mais par expérience, je trouve que les éleveurs qui font du non-LOF, ce sont des éleveurs qui ne veulent pas forcément s'embêter. Et donc, quand on ne s'embête pas, on ne fait pas forcément une bonne sélection au niveau de nos reproducteurs. C'est beaucoup plus facile de cacher une tare lorsqu'on élève des chiens non-LOF que lorsque l'on élève des chiens LOF. Déjà, ne serait-ce que par... oui, on verra ce que c'est. Lorsqu'on a des chiens LOF, on est obligé de faire une confirmation. Et ne serait-ce que ça, ça élimine déjà beaucoup de chiens. Et de faire reproduire pour faire reproduire... voilà, moi je trouve, en fait je me dis que si on fait tous les tests comme indiqué, maladies génétiques, etc., pourquoi pas faire des chiens LOF? Si c'est une question de prix, et ben pourquoi pas les vendre au prix du non-LOF? Je veux dire, si c'est pour toucher plus de monde, je vois, en fait pour moi, je ne vois pas trop d'intérêt de partir sur du non-LOF. Alors attention, hein, parce que vous voyez, je me contredis, ce qui n'empêche pas de faire. Chance et Huguette ne sont pas LOF, vu que leur mère n'était pas confirmée, mais je les ai gardés quand même. Donc pour moi, c'est pas rédhibitoire. Il y a des éleveurs non-LOF qui font de très beaux chiens, mais je trouve que c'est plus une question de mentalité. Si effectivement on a dans le but de faire des beaux chiots qui respectent le standard de la race, en termes de beauté, en termes d'esthétique, en termes de santé, pourquoi ne pas faire du LOF? Parce que vraiment... Et après, ce que je n'aime pas, mais ça, que ce soit des éleveurs LOF ou non LOF, c'est de produire du chiot, peu importe l'état, on s'en contrebalance, peu importe si ça fait pas des beaux chiots, on s'en contrebalance. Alors même en respectant tout ça, il y a parfois des surprises. Je me souviens d'un petit chiot qui est né à la maison, c'était un chiot chihuahua il y a des années de ça. Ses parents étaient des chiens magnifiques dans le standard et le chiot a fait plus de 4 kilos. Pourquoi? Alors que j'ai respecté tout. Donc en fait, voilà, il peut y avoir des dents pas bien placées, il peut y avoir du hors gabarit, il peut y avoir voilà, il peut y avoir déjà des choses. Alors si en plus on respecte pas le standard à la base,
bah alors là, on n'a plus, même s'ils sont plus races, on n'a plus des chihuahuas qui ressemblent à des chihuahuas, ou voilà. Je ne suis pas contre, mais ça dépend comment c'est fait. Est-ce que les éleveurs de l'off doivent faire des tests pour les maladies ou pas obligatoires? Alors, il y a certaines races où c'est obligatoire, tout dépend des maladies. Il y a pour certaines races, par exemple, les tests de dysplasie sont obligatoires, les tests cardiaques sont obligatoires. Voilà. Après, ce qui est obligatoire pour mes races à aujourd'hui, c'est de faire seulement les tests ADN. Après, eh bien, si on veut faire coter les chiens, quand ils sont confirmés, on est coté 1. Et après, on va faire des expositions canines, des expositions de beauté. Et on va faire aussi des tests de santé pour augmenter les cotations. Et par exemple, pour être coté 3, je crois, chez le chihuahua, il faut faire des tests de rotule. Donc, le chien doit être indemne des rotules. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même franchement conseillé. Un éleveur de l'off doit déclarer quoi à la Société Centrale Canine? Il doit déclarer toutes ses saillies, toutes ses naissances. Qu'est-ce qu'il doit déclarer? Toutes ses saillies, toutes ses naissances et le nom des chiots pour avoir derrière les certificats de naissance. Quelles sont les démarches à faire pour confirmer un chiot? Eh bien, pour faire confirmer un chiot, il faut simplement avoir le certificat de naissance, donc qui est délivré que si on a des parents inscrits au LOF et confirmés. Et puis donc s'inscrire à une séance de confirmation, passer devant un juge et le juge va dire ok, le chien respecte le standard, donc il peut être LOF, ou non, il ne respecte pas le standard et donc du coup il n'est pas confirmé. Et donc si on suit la règle, s'il n'est pas confirmé, on ne fait pas de bébé. Est-ce à l'éleveur de le faire? Alors non, c'est au propriétaire du chiot de le faire. À l'achat d'un chiot LOF, quels sont les papiers fournis par l'éleveur? Donc les papiers sont exactement les mêmes que pour un chien non LOF, mais il y a en plus le certificat de naissance. Le certificat de naissance, je vous les ai montrés plein de fois dans les vidéos, c'est l'arbre généalogique du chien. À l'achat d'un chiot LOF, quels sont les papiers fournis? À quoi faire attention pour ne pas se faire rouler? Déjà à la tronche des parents, ça y joue quand même. Même des grands-parents, vous avez la possibilité de retrouver tout ça avec l'arbre généalogique. Donc, alors, non, ça c'est bêtise, Oupette. On ramène pas les dodos dehors, Oupette, non. Et alors pour ne pas se faire rouler, en vrai, lorsqu'on achète un petit chien avec un éleveur déclaré, qu'on voit où sont élevés les chiens, où sont élevés les adultes et de quelle manière, qu'il est à jour au niveau des papiers, se faire rouler, ça devient quand même un peu compliqué. Pourquoi tu me lâches? Avez-vous déjà eu des mauvaises expériences avec des adoptants? Oui, j'en ai eu. Des personnes qui réservent un chiot puis finalement n'en veulent plus, sans parler de tare de santé, hein, enfin sans parler d'un problème, mais juste un changement d'avis et qui ne sont pas honnêtes à pas nous dire que ça dure des plombes. Des adoptants qui reviennent vers nous, qui demandent un dédommagement financier. Oui, tout ça j'ai eu. Et j'en aurai d'autres. Voir avec d'autres éleveurs. Oui, alors ça, je me suis fait bien rouler avec d'autres éleveurs, surtout au début où j'élevais des chiens. Alors j'ai le souvenir d'un petit éleveur à Toussy, un éleveur à Toussy. Donc 89 130, hein, je vais pas donner le nom même si j'en meurs d'envie. Qui m'a vendu donc un chiot vraiment exceptionnel que j'ai payé la peau des fesses. Ce chiot à l'arrivée à la maison était agressif, il chiquait mes enfants, c'était une petite chienne. Chiquait les enfants, ça a été très compliqué à la rééduquer. À 9 mois, elle faisait 6 kilos. Donc bien sûr, elle n'a pas été confirmée, je l'ai replacée pour compagnie. La personne est venue à la maison, l'éleveur, parce qu'on n'était pas très loin, pour voir la chienne, parce qu'elle ne me croyait pas. Elle pensait que je la nourrissais trop, alors que pas du tout. Que je la nourrissais mal, alors que pas du tout. Qu'elle était dans de mauvaises conditions et que du coup, elle faisait pas d'activité sportive, et donc pas du tout. Et donc à partir du moment où elle a vu sa chienne et vu comment elle était quand même pas très jolie, elle m'a bloqué sur tous les réseaux, mon téléphone, elle m'a bloqué partout. Donc de colère, je me suis renseignée auprès de d'autres adoptants de cet élevage-là. Et en fait, elle était informée parce que vous voyez par exemple quand moi j'ai eu mon chiot qui était hors norme en termes de gabarit, je n'ai plus jamais refait ce mélange. Parce que du coup, je savais maintenant
que ça pouvait faire des chiots hors standard. Donc je ne les mariais plus ensemble. Par contre, elle, ça faisait des années qu'elle faisait le même mélange et ça faisait des années qu'elle produisait des chiots qui faisaient largement plus que 3 kilos, vu qu'à 9 mois, 6 kilos, faut quand même être costaud, quoi. Hein. Voilà, c'est un bon chihuahua de 6 kilos. Hein. Là, on est vraiment sur du bon chihuahua. Faites-vous des expositions? Rarement. J'en fais quelques-unes, mais rarement. Je vous avoue que pour moi, c'est un peu une tannée. Moi qui ne suis pas hyper sociable, de voir d'autres gens, c'est compliqué. Alors, ce qui est dommage, c'est que mes chiens marchent bien. Je veux dire, j'ai souvent des bons résultats. On est souvent classés. Mais le contact avec les autres éleveurs exposants, c'est compliqué pour moi. Et vendez-vous des chiots via cette exposition? Alors, c'est vraiment deux choses différentes. Il y a des expositions canines où en fait on vient exposer notre chien en beauté, mais on ne vend pas de chiot. Et il y a les salons du chiot où là on vient pas montrer son chien pour la beauté, mais on vient vendre des chiots. Je ne fais et je ne ferai jamais de salon du chiot. Jamais, 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 jamais. Je trouve que c'est une erreur. Je trouve que c'est... enfin, je suis contre, archi contre. Avez-vous déjà refusé une vente? Oui, ça m'est arrivé plusieurs fois lorsque j'estimais que mon chiot ne serait pas bien à cet endroit-là, ou qu'il y avait des conditions, que les personnes ne me plaisaient pas, ou que je ne ressentais pas bien les personnes, que j'avais voilà, un mauvais feeling. Et bien, j'ai préféré ne pas aller plus loin. Avez-vous déjà eu des soucis postpartum, crise d'éclampsie, rétention placentaire? Oui, j'ai déjà perdu une chienne, une chihuahua lors d'une césarienne. C'est le seul drame que j'ai vécu en termes d'accouchement. Et c'est gravé, marqué dans ma mémoire. Et à chaque fois qu'il y a une césarienne, je revis ça. Et c'est très compliqué. Très compliqué. Une question, alors je ne peux pas dire le nom parce que il n'y a pas d'identifiant, c'est user QC 3US1IL5N. L'hypersensibilité est-il un trait de caractère des cavaliers King Charles? Ça me rassurerait que le mien n'est pas un modèle unique. Alors, l'hypersensibilité, je ne la ressens pas franchement sur mes cavaliers. C'est des chiens qui sont très proches de l'homme. Alors, est-ce que c'est ça, être hypersensible? C'est des chiens, voilà, qui sont tout le temps collés à nous, qui voilà. Voilà ce que c'est, les cavaliers. Hypersensibles, je ne les ressens pas du tout hypersensibles. Ils sont... alors, ils savent donner leurs émotions, ils vont pleurer, ils vont couiner, ils vont aboyer pour montrer que telle ou telle situation leur convienne ou pas. Ça peut être de la joie ou vraiment, mais de l'hypersensibilité, non, je trouve pas qu'ils soient comme ça. Alors, désolée. Livine 79-72, coucou Stéphie, j'ai une question. Que pensez-vous des élevages multiraces au-delà de 3 ou 4 races? J'ai toujours l'impression qu'ils ne produisent que des chiens à la mode et qu'ils ne sont pas amoureux de la race qu'ils élèvent. J'adore ce que vous faites, merci. Alors, je ne suis ni pour ni contre. Comme toujours, ça dépend des personnes. Pour ma part, je ne saurais élever plus. Déjà 2 races, c'est enfin c'est très bien. Parce que j'aime travailler mes lignées, je veux travailler mes lignées et je ne veux pas courir après les saillies extérieures. Donc pour ce faire, il faut que j'ai des garçons à la maison et que je puisse travailler ces lignées-là. Et donc lorsqu'on a plein de races, je pense que c'est compliqué soit de garder ces chiens, sont issus de son élevage, soit il faut courir les saillies. Courir les saillies dit aller voir d'autres gens. Courir les saillies et courir le risque d'une maladie. Courir les saillies, c'est pour moi risque de se faire avoir. Donc je préfère voilà, être en autonomie à la maison, gérer mes petits chiens. Et pour moi, voilà, c'est plus confortable comme ça. Je ne suis pas... Alors, je suis contre quand ces races changent beaucoup finalement. Enfin, qu'on élève cette race, puis on l'élève plus, puis on change, puis voilà, je trouve... mais après, pour avoir une amie éleveuse qui est multirace, je sais même pas combien elle a de races,
mais qu'elle travaille, qu'elle aime et qu'elle affectionne, qu'elle connaît très bien. Elle fait des saillies extérieures, mais du coup ça ne me choque pas parce qu'elle les connaît vraiment bien. Donc dans ce cas-là, ça me va. Elle a peu de sujets de chaque race et elle prend le temps du coup de faire de la sélection et de garder aussi ses bébés. Donc ni pour ni contre, tout dépend de comment c'est fait. Je crois qu'on arrive à la fin de cette première foire aux questions. J'espère que ça vous aura plu. Je vais déménager tout de suite pour la deuxième. Je vais tout filmer maintenant et je vais vous la répartir en 2 vidéos comme je vous l'ai annoncé. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai su répondre aux questions que vous m'avez posées comme vous aviez envie que je vous réponde. Voilà, ou peut-être. Bref, et ben écoutez, n'oubliez pas le petit commentaire, n'oubliez pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à réagir à ce que j'ai dit, si c'est constructif, vraiment n'hésitez pas à réagir. Ça veut jouer là, hein? Oui, ça veut jouer. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? On veut jouer? Ouh! On va pas me chercher un petit jouet là? Allez, on arrive tous. Ben oui. Vous voulez pas me chercher un petit jouet? Bon, ça a pas l'air. Des câlins? Ok. Ok. Bon, alors je suis partie donc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas le commentaire. C'est ça que je disais. N'hésitez pas à réagir du moment que ce soit constructif. Et écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ah, ça y est, ça joue à côté. Allez, des bisous!